Bonjour, est-ce bientôt la fin de la voiture individuelle? Tout compte fait s'intéresse aujourd'hui à la révolution de l'auto-partagé. Covoiturage et nouvelles technologies comme ces voitures électriques annoncent peut-être une nouvelle ère dans notre rapport au transport. La révolution au volant, c'est le thème de ce 8e numéro de Tout compte fait. C'est une application qui permet de faire du covoiturage de courts trajets. C'est un gain de temps, il n'y a pas de stress. C'est un esprit d'entraide, de partage, et puis ça crée du lien entre les personnes. Il y a plein de choses qui sont très chères quand on a une voiture. L'assurance, l'entretien. Là, on est vraiment libre. Voilà Pontevedra quand j'arrive le matin, sans voiture. On profite de la place, la rue, sans voiture. Il y a un véhicule garé en plein sur le trottoir. On va aller le verbaliser. Je vais devoir payer 200 €. Nous avons totalement inversé les priorités. En 1, les piétons. Nous voici ici à Flins, l'un des sites automobiles les plus importants en France. Plus de 100 véhicules électriques sortent de ces chaînes de montage quotidiennement. Des voitures qui de plus en plus sont utilisées pour le covoiturage. Partager son véhicule pour payer moins cher, le principe est connu, mais désormais il s'applique au trajet de la vie quotidienne. Faire ses courses ou aller au travail, certains achètent même des véhicules à plusieurs par souci d'économie ou d'écologie. Alors qu'en est-il vraiment? Et est-ce si pratique qu'on le dit? Julie Delettre a enquêté pour nous. À Nantes, sur ce parking, un drôle de deal s'organise tous les matins. Mélina, Manon, Aurélie, Lise, ils sont 8 collègues de travail à négocier pour savoir qui part avec qui. On monte avec vous du coup? Moi je vais avec Manon. Ouais. On s'organise pour partir à 2 voitures. On est tous à 10-15 minutes de ce lieu de covoiturage et ça nous engage directement sur l'autoroute. Leur bureau se trouve en Vendée à 80 km, dans un endroit très mal desservi par les transports en commun. Plutôt que de prendre chacun leur véhicule, ils organisent leur propre covoiturage, histoire de diviser les frais. Moi j'étais à 25 € par jour et sur un mois ça me faisait du 650. Les frais sont trop énormes par rapport au salaire qu'on peut avoir. Je pense que ça représenterait un quart ou un cinquième de notre salaire. Il fallait absolument un covoiturage pour amortir parce que c'était pas possible. Aujourd'hui, ils sont dans la voiture de Mélina, mais ça tourne tous les jours. Demain, je sais plus qui conduit avec moi. Tiens, regarde. Ils doivent s'organiser en fonction de leurs emplois du temps respectifs. Et comme ils changent tout le temps, faire le planning voiture-chauffeur tourne vite au casse-tête. Et vendredi? Guillaume qui me remplace au final avec Mélina. Non, du coup ça sera Adeline parce que j'ai pris sa place aujourd'hui. C'est un document sur lequel on a écrit quelles sont les 2 personnes qui conduisent chaque jour. Parce qu'il y a 2 voitures par jour. Une organisation un peu artisanale, avec quelques loupés parfois. Mais à l'arrivée, ces salariés économisent chacun 400 € tous les mois. Ses collègues de travail ont découvert que le covoiturage a également d'autres vertus auxquelles ils ne s'attendaient pas. Vous sentez que du coup, à la fin, vous êtes moins fatigué, vous êtes moins... Quand on conduit pas, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est vrai que ça fait... Et puis il y a des matins, quand on est fatigué, effectivement, on peut discuter ou des fois... On peut dormir aussi un peu. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Comme, plus d'attaques pour commencer le boulot. Ouais, voilà. Ouais, c'est plus sympa. Ouais. C'est sûr que quand tu prends ta voiture tout seul et que tu arrives au boulot tout seul, c'est moins dans l'ambiance. Là, on arrive, on a déjà discuté, on est un peu plus réveillé. Donc non, c'est quand même plus sympa. Le covoiturage. Beaucoup l'utilisent pour faire des longs trajets. Depuis peu, il séduit même dans la vie de tous les jours. Car prendre sa voiture pour aller travailler, 18 millions de Français sont obligés de le faire. Mais c'est un gouffre financier, on dépenserait 2500 € par an pour aller bosser. En quelques mois, une dizaine d'applications se sont créées. Elles promettent de diviser votre budget transport par 2 et même par 3. Dernièrement, même la SNCF s'y est mise avec son site Idevroom. Mais le covoiturage, est-ce aussi facile et pratique qu'on le dit? Les économies promises sont-elles toujours au rendez-vous? Le matin, Arnaud, 28 ans, marche toujours un peu au radar.
Alors il y a 6 mois, quand il a décroché son nouveau job, il a d'abord sauté de joie avant de se raviser. Son bureau est à plus de 30 km de son appartement parisien. À vol d'oiseau, ce n'est pas si loin. Mais en RER, le trajet peut vite devenir une galère. J'habite ici, à Pereire, ici. Donc je vais jusqu'à Champ de Mars, Tour Eiffel, pour faire un changement, pour repartir sur une ligne qui m'emmène à Saint-Quentin en Yvelines. Les jours où ça va pas bien, on est sur 1h30, 2 heures, même une fois j'ai mis 2h30 à aller au bureau. La solution, ce serait de prendre la voiture à peine 30 minutes. Mais Arnaud, en bon parisien, n'a jamais passé le permis. Il y a quelques semaines, il a téléchargé une application sur son smartphone qui lui a changé la vie. C'est une application qui permet de faire du covoiturage de courts trajets. Donc tous les jours, à peu près à heure fixe. Donc ça me permet de me lever plus tard déjà. Un gain de temps énorme, un gain de... Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. C'est un covoiturage extrêmement organisé. Il faut rentrer un point de départ, un lieu d'arrivée et l'heure à laquelle on souhaite partir, évidemment. Et donc on peut voir que sur ce trajet-là, il y a plusieurs personnes qui proposent. Donc là, il y en a 3 pour un départ à 7h45. Et donc moi, je covoiture avec Aurore. Et on peut voir que le trajet, voilà, les trajets sont similaires. Vous voyez, il y a un petit chemin bleu et un petit chemin vert pour l'une ou l'autre. Et là, on voit que les 2 chemins sont l'un sur l'autre, donc identiques. On a vraiment le même trajet. Aurore, c'est elle. Pendant des années, elle a fait partie de ces 90% de Français qui sont seuls dans leur voiture pour aller travailler. Jusqu'au jour où elle en a eu assez de faire la route toute seule. Je trouvais ça assez sympathique d'essayer parce que voilà, c'est un esprit d'entraide, de partage et puis ça crée du lien entre les personnes. Et puis voilà, on rend service finalement. Aurore est dans la communication. Arnaud dans la banque. Ils travaillent tous les deux à Saint-Quentin en Yvelines. Tous les matins, ils se retrouvent porte de Champéret, juste devant l'entrée du périphérique parisien. Ça va ? Ce matin, il y a un passager en plus, Aurélia. Elle fait le voyage avec eux le mercredi. Arnaud et Aurore, eux, sont presque devenus amis. Ils ont déjà effectué 80 trajets ensemble. Tout cumulé, ça fait 2000 km. Ah non, moi non. Le vrai bénéfice pour moi, il est financier, puisque l'application nous permet de comptabiliser nos trajets, de comptabiliser les frais, et puis régulièrement de faire le point de ce qu'on a dépensé en essence notamment. Sur ce site internet, le prix est fixe. C'est 20 centimes d'euros du kilomètre. Chaque trajet donne lieu à une somme qu'il faut diviser par le nombre de covoitureurs. Aujourd'hui, par exemple, Aurélia et Arnaud, les 2 passagers, doivent verser 2 € chacun à Aurore. Moi, le calcul que j'avais fait, c'est qu'en moyenne, ça me permet de payer un plein sur les 2 sur le mois. Donc c'est quand même intéressant. Ce matin, tout roule. Pas d'embouteillage. Bon, on sera à l'heure au bureau. C'est une fois arrivé à destination qu'Aurore doit informer l'application du trajet effectué et rentrer les noms des passagers transportés. Pour le paiement, Aurore s'est arrangée avec Arnaud. Pour Arnaud, voilà le nombre de kilomètres et le tarif du trajet. Au niveau du remboursement par Arnaud des frais, en fait, ça se passe entre nous directement. Je lui ai donné mon RIB et il me fait un virement automatique. On a convenu de faire ça une fois par mois et pas systématiquement. Donc il me fait un virement directement de compte à compte. Tout le monde connaît aujourd'hui le covoiturage grâce au géant Blablacar et son jeune et emblématique patron, Frédéric Mazella. La société française, déjà présente dans 19 pays et qui revendique 20 millions de membres à travers le monde, est le numéro 1 du covoiturage. Dans une voiture, il y a plusieurs places. Il n'y a pas que la place du conducteur. Et nous, on permet au conducteur de partager les frais avec des passagers qui vont prendre les places vides. Voilà, c'est aussi simple que ça. La start-up française vaudrait plus d'1 milliard de dollars. Mais elle ne fait que du covoiturage longue distance. En dessous de 50 km, le covoiturage ne serait pas assez rentable. C'est donc sur ce créneau délaissé par les grands groupes que Julien Honard, 26 ans, a décidé de surfer. Hello tout le monde. Julien et ses 3 employés se sont mis en tête de convertir les Français au covoiturage de tous les jours. Plus facile à dire qu'à faire. Après un an d'existence, la société compte 30 000 inscrits, les 3/4 sont en région parisienne. C'est pas mal, mais la probabilité pour que mon voisin travaille au même endroit que moi est très mince. Alors Julien et son équipe imaginent en permanence des améliorations pour multiplier les chances.
de trouver un compagnon de route. Si par exemple je dépose des enfants à l'école ou que je prends une route particulière parce qu'il n'y a pas de bouchon ou autre, je vais pouvoir ajouter un point de passage et comme ça adapte votre trajet et ça vous propose en priorité des covoitureurs sur cette route-là. Ce qui fait que voilà, si on a une personne qui fait exactement la même route, vous n'aurez pas du tout de détour à faire. Mais une question nous intrigue. Comment sont sélectionnés les chauffeurs? Comment Julien vérifie-t-il qu'ils ont bien le permis et qu'ils sont bien assurés? Pour l'instant, on ne vérifie pas documents d'identité, etc. On ne le fera pas parce que ça complexifie beaucoup l'inscription. On demande par contre aux passagers qui montent dans une voiture d'éventuellement vérifier ces données-là. Dans les faits, c'est impossible bien sûr. Mais en faisant comme ça, le site se dégage de toute responsabilité. Même constat d'ailleurs chez presque tous les concurrents. Aucun document en cours de validité n'est demandé. En réalité, ils ont peur que cela dissuade les gens de s'inscrire. Car pour l'instant, la plupart des sites de covoiturage ne sont pas encore rentables. Ils ont besoin de faire grossir la communauté des covoitureurs courte distance. Et pour ça, rien de tel qu'une opération séduction dans la cour d'une grande entreprise en région parisienne. C'est Caros, un concurrent de Waze Up, qui drague les salariés avec la bénédiction de leur employeur. Bonjour monsieur, vous connaissez Caros? Non? Et ils ont un argument en béton armé. Vous allez absorber autant de CO2 que 247 arbres. Non, pardon, pas le côté écolo. Donc sur une année, vous allez économiser 1 257 €. C'est à peu près 33% de votre budget. 1 257 € d'économie. Ils oublient juste de signaler que c'est à une condition. Faire du covoiturage matin et soir, 5 jours par semaine, 45 semaines par an. Le site de covoiturage facture à l'employeur. C'est comme ça qu'il se rémunère. 100 € par an et par personne. Et officiellement, c'est pour le bien des salariés. Sinon, avec ma collègue, vous pouvez faire une simulation en fait. Ça leur permet d'offrir un nouveau service à leurs employés, comme les tickets restaurants, la mutuelle, c'est vraiment un avantage en service de déplacement supplémentaire. Laetitia Defin arrive. Elle est la responsable mobilité de cette entreprise qui emploie 900 salariés, 900 clients potentiels. Ouais, très bien. Et avec elle, nous allons comprendre pourquoi cet employeur est prêt à dépenser de l'argent pour le bien-être de ses salariés. La réponse se trouve dans le parking. Ici, nous sommes dans le parking de l'entreprise. Aujourd'hui, 60% des collaborateurs viennent en voiture. Ça fait beaucoup de voitures, on n'a pas assez de place dans le parking. On en prend des places dans le parking public qui est à côté. Il loue 500 places de parking. Budget à l'année, 200 000 €. Grâce au covoiturage, l'entreprise pourrait économiser 30 000, voire 50 000 €. Pour faire baisser la facture, les Français sont prêts à tout. Et certains ont même inventé le covoiturage ultime. C'est à Rennes que ça se passe. Cette voiture appartient à Antoine. Mais elle appartient aussi à Sébastien et également à Samy. Une seule voiture, mais 3 propriétaires qui se partagent le volant. Il fallait y penser. L'endroit où ils travaillent ferait rêver n'importe quel citadin. Une ancienne ferme, transformée en bureau. Ils sont tous les 3 salariés d'un cabinet d'études, chargé de trouver des solutions de transport pour tous ceux qui ont du mal à se déplacer. Et justement, un problème de transport, ils en avaient un gros. Leur bureau est à plus de 50 km de chez eux. T'as les clés au fait? Qui a les clés? Ah c'est bon. À leur âge, ils n'ont aucune envie de s'installer à la campagne. Ils préfèrent habiter dans le centre-ville de Rennes. Bien évidemment, le train est le moyen le plus pratique, le plus économique. Mais la gare la plus proche de leur travail est à 15 km. Et pour compliquer le tout, aucun bus ne fait ce trajet. C'est pour cette raison qu'ils ont fini par acheter une auto à 3. Au départ, on avait chacun notre voiture. En fait, on avait un système où on se répartissait, chacun faisait une semaine avec sa voiture. Voilà, donc c'était assez compliqué. Et quand ma voiture a lâché, on s'est dit qu'on pourrait en acheter une à 3. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça vous a rapproché aussi? Oui, ça nous a rapprochés, ça va. Mais on était proches. Déjà, avant, on faisait plutôt du covoiturage. Pionniers en la matière, leur concept bien huilé fonctionne depuis maintenant 3 ans. Là, on dit, allez, c'est bon, à droite, allez. À droite, c'est bon. T'es sûr? À gauche, après celle-là, c'est bon.
Beau. Voilà. Tous les frais, assurance, entretien et essence, sont divisés par 3. Pour le modèle de la voiture, ils se sont très vite entendus. On n'est pas forcément attaché plus que ça à la voiture, donc on a pris une voiture au premier prix et donc on l'a acheté 1 000 €. Donc on se l'est partagé à 3, 333 € pour Sébastien et pour moi, et Antoine a payé 334. En fait, le plus compliqué, ça a été de trouver une compagnie qui accepte d'assurer pour le même véhicule 3 personnes qui n'ont aucun lien de parenté entre eux. Finalement, il y a un assureur qui s'est montré compréhensif. D'un commun accord, la voiture passe ses nuits et ses week-ends à la gare. Antoine, Sébastien et Samy ont peut-être mis au point le système de covoiturage le plus économique au monde. Pour les comptes, on a un fichier Excel qui recense l'ensemble des dépenses qu'on effectue chacun. Donc là, on a vraiment l'historique dès le départ. Chaque dépense est réactualisée et on sait du coup qui doit être le prochain à payer, le carburant par exemple. C'est automatique du coup avec ce fichier que Samy a fait. Donc là, on a des chiffres très précis. On parcourt à peu près 7000 km par an et on est à un coût mensuel de 51 € avec le coût d'investissement compté par personne. Ouais. Et quand ils auront fini d'amortir l'achat du véhicule, la facture tombera même à 27 € par mois pour chacun. De quoi faire des émules. Le nombre de covoitureurs devrait augmenter de 35% dans les 5 prochaines années. Et on estime aujourd'hui que près de 30% des Français utilisent régulièrement ces systèmes de covoiturage. Alors la voiture serait-elle en passe de devenir un objet partagé comme un autre? Ces voitures électriques en sont peut-être l'illustration. Ici, on fabrique la Zoé de Renault, mais il y en a plein d'autres. La Leaf de Nissan, la C0 de Citroën ou encore la fameuse Blue Car de Bolloré, cette voiture en libre service. Le système a déjà séduit de nombreuses grandes villes françaises et est en train de s'exporter à l'international. Alors, quel est le secret de cette réussite? La voiture électrique en libre accès est-elle l'avenir du transport? Enquête sur un phénomène avec Wendy Sbiden. Chantal fait partie de ces gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler le matin. Enfin, depuis 3 ans, ce n'est plus vraiment sa voiture. Ça lui prend un peu plus de temps que d'aller chercher son véhicule dans le parking de son immeuble, mais ces véhicules électriques en libre service lui font faire de belles économies. Donc on me dit que j'ai des véhicules disponibles. Il faut appuyer pour prendre un véhicule. Ensuite, il y a un rappel de mention légale où je dois attester avoir un permis de conduire en cours de validité, ne pas être sous l'emprise de l'alcool et ne pas être sous l'emprise de drogue, médicaments. À Châtillon, où elle habite en région parisienne, il y a souvent des voitures de libre le matin. Ce n'est pas toujours le cas partout, notamment dans Paris. Où est-ce que vous avez la clé? La clé, elle est attachée à un fil en plastique, et donc on la branche dès qu'on arrive dans la voiture. Et ce matin, bonne surprise pour Chantal. La voiture est presque propre. Quelquefois, il y a des papiers, des bouteilles, des gens qui laissent traîner des choses. C'est pas très civilisé. Mais celle-là est bien propre ce matin. Chantal a revendu sa voiture personnelle il y a 3 ans. Cela lui revenait beaucoup trop cher à l'année, 4 300 €. Avec ce système d'autopartage, elle a divisé son budget par 2. Il y a plein de choses qui sont très chères quand on a une voiture à soi. L'assurance aussi, l'entretien. Là, on est vraiment libre. On a juste à prendre la voiture et à rouler. L'abonnement coûte 10 € par mois et elle a accès à des véhicules dans toute la région parisienne. Et comme il y a des emplacements réservés à ces petites voitures électriques, Chantal trouve toujours de la place. Ensuite, on ne paye pas en fonction du nombre de kilomètres, mais de la durée de chaque trajet. Dès qu'elle a rebranché la voiture, elle reçoit la facture sur son téléphone. Merci d'avoir choisi Autolib. Votre location a duré 27 minutes pour 4,95 €. Avec le temps, Chantal est même devenue une experte. Vous savez, quand on a des problèmes avec le fil, il faut... C'est ce que j'essayais. Vous avez fait? Une experte de l'Autolib. Si on fait comme ça... Ah bah vous n'avez pas tiré assez. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Comme Chantal, ils sont de plus en plus nombreux à penser qu'on n'a pas besoin d'être propriétaire de sa voiture pour se sentir libre. En quelques années, l'autopartage a su trouver sa place dans la plupart des grandes villes françaises. Ces sociétés qui proposent des voitures en libre service s'appellent Qualicar, Cities ou encore Citymove. Mais la première et de loin, c'est Autolib. On trouve désormais ces petites voitures grises partout en région parisienne, mais aussi à Lyon et à Bordeaux. Pourtant, vous allez voir que ce système coûte énormément d'argent à mettre en place et qu'il n'en rapporte pas tant que ça. Alors qu'est-ce que Autolib cache vraiment? Pourquoi Vincent Bolloré, l'homme d'affaires à qui appartient Autolib, a-t-il investi des milliards pour développer une technologie qu'il est aujourd'hui le seul à maîtriser? En apparence, Autolib, c'est une petite affaire qui roule. 3300 voitures sont disponibles en région parisienne. 70 000 personnes sont abonnées. Sauf que l'autopartage coûte aujourd'hui plus d'argent qu'il n'en rapporte à l'entreprise. On ne s'en rend pas toujours compte, mais en coulisses, une petite armée s'active pour que le système fonctionne. Et depuis le début, il y a un poste de dépense qui coûte toujours aussi cher. C'est le budget réparation automobile. Un hangar de 3000 m² dans le 18e arrondissement de Paris. Chaque semaine, 350 véhicules passent par la case garage. Jérémy, t'as une voiture là, la V136 qui vient d'arriver avec un sinistre. 7 fois sur 10, c'est juste un peu de casse. T'as une custode. Mais Frédéric et Jérémy ont toujours droit à leur lot de mauvaises surprises. Une aile arrière. Une porte. La custode, la vitre avant à remplacer. Nous aurons donc le rétroviseur aussi à remplacer. Là, l'avant à redresser avec la porte aussi à remplacer sans doute ou à redresser. Quand ce sont des petits accrochages, les conducteurs se gardent bien de les signaler. Coup de chance sur cette voiture, un constat d'accident a été rédigé. Les frais de remise en état seront donc pris en charge par les assurances. Là, approximativement, je n'ai pas terminé, là il y en a environ pour 2000 €. Avec le remplacement de la porte, de l'aile et de la main d'œuvre, ça chiffre assez rapidement. Et il n'y a pas de temps à perdre pour les mécanos. Quand tu auras enlevé ça, ça te gênera moins. Les plaquettes ont dû être changées. Tu vérifieras, mais... Frédéric Pajot, le patron des lieux, doit veiller à ce que les voitures repartent le plus vite possible en circulation. Car une voiture immobilisée ne rapporte pas d'argent à l'entreprise. Bien, il paraît bien. Ah, mais pas tous. Pas tous. C'est aussi pas facile de conduire dans Paris. Au début, ce sont les pare-chocs qui souffraient le plus. Depuis qu'ils ont été renforcés, les pièces détachées les plus utilisées sont les rétroviseurs et les phares, bien sûr. Mais aussi un objet plus étonnant. Donc là, voilà, un client, il va régler le siège à chaque fois qu'il va s'asseoir. Donc, comme on loue la voiture 4 à 5 fois par jour, il y a 4 à 5 fois le réglage par jour. Vous, votre voiture, vous allez la régler une fois par mois. Donc la mécanique souffre énormément. Et ajouté à ça, on a aussi les clients indélicats qui vont fumer dans la voiture, faire un trou dedans, ou qui vont transporter des animaux, qui vont mordre le siège. En 4 ans, cela représente plus de 30 000 réparations et des millions d'euros de perdus. Pratiquement toutes à la charge d'Autolib. Car dans les faits, la société a beaucoup de mal à remonter jusqu'aux responsables des incidents. Et pourtant, vous allez voir que dès le départ, tout a été imaginé pour avoir le contrôle total sur le système. Vaucresson, à quelques kilomètres de Paris, la tour de contrôle d'Autolib. À sa tête, une femme, Chantal Texera, une sorte de Big Brother de l'autopartage. On y voit tous les véhicules qui sont en activité, mais également ceux qui sont en station. Vous avez là, par exemple, une station, donc dans le 92, avec les véhicules qui sont actuellement branchés dessus. Sur l'écran, les 3300 voitures sont matérialisées. Un compteur affiche même en temps réel le nombre de locations. Là, vous allez passer les 12 millions bientôt. Mais oui, ça va être assez rapide. Oui. Oh oui, à la fin de la semaine, du coup. Si elle est aussi sûre d'elle, c'est que tout est fait pour faciliter au maximum l'abonnement. Pas besoin de remplir de la paperasse ni de faire la queue en boutique. Cela se passe à distance grâce à des caméras vidéo installées sur les bornes. On va procéder à la numérisation du document.
Il suffit d'avoir son permis de conduire, sa carte d'identité et sa carte bleue sur soi. Le système a été entièrement pensé pour que les utilisateurs ne se découragent pas avec ces formalités. Toute la procédure ne doit pas prendre plus de 10 minutes. Depuis le lancement d'Autolib, on en est à près de 10 000 locations par jour, 12 000 le week-end. Et pour gérer ce flux continu de clients, 120 personnes à qui on ne peut rien cacher. Sarah de chez Autolib, je vous écoute. D'accord, donc vous avez restitué votre véhicule à la station que vous aviez réservée, donc Paris-Ravignan. Lorsque l'appel arrive, Sarah sait quel est le client, à bord de quel véhicule il est. Donc là, nous savons que cette cliente est en cours de location avec le véhicule BV 01574 et nous pouvons savoir où elle se situe. Il y a eu 2 tentatives de vol d'Autolib. Les voitures ont été retrouvées en 10 minutes grâce à ce système de géolocalisation. À quel endroit il est en cours de circulation. Les concepteurs ont imaginé ce réseau de surveillance pour que le secret d'Autolib ne soit pas percé à jour. Leur plus grande crainte, l'espionnage industriel. Un automobiliste n'a donc pas le droit de quitter le périmètre de sécurité, c'est-à-dire l'Île-de-France, sous peine d'amende. Il sera financièrement sanctionné puisque s'il ne le fait pas, il va s'arrêter et il faudra qu'on récupère le véhicule et qu'on prenne en charge le client. Donc évidemment, il y a des coûts associés. Les pénalités sont de 300 €. Le secret industriel jalousement gardé, ce n'est pas le modèle de la voiture bien sûr, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Une technologie unique au monde grâce à laquelle la famille Bolloré espère bien devenir riche à milliards. À quelques embruns de la ville de Quimper, voici le fief du groupe Bolloré, les propriétaires d'Autolib. L'usine est si vaste, une vingtaine d'hectares, qu'elle possède son propre service de bus. On va y aller, on va prendre le badge. Ouh, ça pleut ici. Il y a 20 ans, Jean-Marc Mété, l'homme à la moustache, a mis au point une batterie révolutionnaire, une batterie solide qui aurait un très gros avantage. Les batteries lithium classiques qui équipent les autres voitures électriques, nos téléphones portables ou encore nos ordinateurs, n'aiment pas quand les températures chauffent trop. La batterie solide de Jean-Marc Mété n'aurait aucun risque de prendre feu. C'est pour cette raison que l'accès à sa trouvaille est ultra sécurisé. Voici ce qu'il y a à l'intérieur de ces batteries secrètes. Un drôle de millefeuille, une succession de couches très compactes de lithium, de polymère et de carbone. Alors quand elles sont collées l'une à l'autre, on a l'élément de stockage qui permet ensuite d'être chargé, donc de lui permettre de recevoir l'électricité et surtout de pouvoir la restituer. Pour développer cette batterie, l'entreprise aurait investi près de 3 milliards d'euros en 20 ans. Et si le groupe Bolloré a demandé à Jean-Marc Mété de travailler sur Autolib, c'était dans un premier temps pour avoir un peu de retour sur investissement. Mais l'autopartage, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les batteries qui supportent la chaleur équipent maintenant des bus et des tramways. Vous voyez les batteries qui sont mises à disposition sur la toiture. Donc voilà, c'est un montage très simple. Ce sont exactement les mêmes batteries qui équipent la voiture. Et l'homme déborde d'imagination. Donc je vous ai parlé des voitures, je vous ai parlé des camionnettes, je vous ai parlé des bus. Mais vous pouvez avoir des éléments, des chariots élévateurs dans les entreprises. Vous pourriez avoir aussi des grues qui pourraient être équipées. Vous pouvez avoir aussi des bateaux. Bref, le groupe voit toujours plus grand et rêve d'un monde tout électrique. Derrière, un homme qui rêve un jour de dominer ce monde grâce à cette technologie. Vincent Bolloré, il pèse plus d'1 milliard d'euros. L'homme d'affaires apparaît toujours souriant et décontracté quand la caméra tourne. Il faut dire qu'Autolib, c'est un peu son bébé, sa plus belle vitrine. Et il prend toujours autant de plaisir à parler de la naissance de ce projet. À un moment, il a fallu vérifier que cette batterie fonctionnait et on a décidé de construire autour une voiture. Donc on a fait venir un garçon qui s'appelle Philippe Guédon, qui avait inventé l'espace de Renault, qu'on a sorti de sa pré-retraite en lui disant dessine-nous, non pas un mouton, mais dessine-nous une voiture autour de notre batterie. Ce qu'il a fait, et il y a à peu près 8 ans, on a commencé à monter une première côte en Bretagne. Il y avait des pompiers, des motards, le préfet qui était effrayé, Bernard Poignant, le patron de la circonscription. La voiture ressemble alors à ça. 4 ans plus tard, en 2011,
Autolib est lancé en grande pompe à Paris. Cela a lieu à un moment où les préoccupations écologiques sont permanentes. C'est d'ailleurs un des arguments mis en avant par le groupe dans leur vidéo promotionnelle. Le 100% écolo. Mais le succès est vite rattrapé par la polémique. Les voitures électriques sont accusées de publicité mensongère. Celles de Bolloré sont particulièrement montrées du doigt. Ces super batteries ont besoin d'être à haute température en permanence, sinon elles se déchargent. C'est pour cette raison qu'elles doivent rester branchées tout le temps. Du coup, même quand elles ne roulent pas, elles consomment de l'électricité. Notre batterie aujourd'hui, dont l'électrolyte est solide, doit en effet une certaine température. Elle était de 80 degrés quand on a commencé, elle est de 70 degrés, elle va descendre à 50. Et donc, si vous voulez, c'est même pas 1% de la consommation d'électricité de la voiture lorsqu'elle roule. Mais vous savez, c'est toujours comme ça. Quand on démarre, il faut trouver un défaut. Je pense que ça passera à l'analyse. Ça vous agace, ça, qu'on puisse... Pas du tout, c'est normal. Vous savez, ça fait 35 ans que je dirige ce groupe qui a 195 ans. Chaque fois qu'on commence quelque chose, il est naturel d'avoir des détracteurs. Et il faut les écouter, parce que généralement, il peut y avoir des choses fausses, mais généralement, il y a aussi des choses justes. L'homme d'affaires balaie la polémique d'un revers de main. Il peut avoir le sourire, car dernièrement, il a peut-être fait son plus beau coup. Merci pour tout. Vous voulez un café, vous voulez quelque chose ? C'était en septembre dernier, de l'autre côté de l'Atlantique. Indianapolis, sur la côte est des États-Unis. Cette ville symbolise à elle seule le rapport qu'entretiennent les Américains avec leurs voitures, toujours plus grosses, toujours plus polluantes. Indianapolis est aussi connu pour son circuit, le temple de la vitesse. Vincent Bolloré a réussi à exporter son système d'autopartage là-bas. Ici, la voiture est blanche et noire et elle s'appelle la Blue Indy. Ce jour-là, les journalistes américains ont fait le déplacement exprès et même la star d'Indianapolis est là. C'est une personne très importante ici. Ah bon? On n'a pas été présenté. C'est la mascotte de l'université. Mais il a son permis de conduire? L'année dernière, Indianapolis a lancé son service de Vélib. Ça a été un succès, 100 000 utilisateurs. Alors Greg Ballard, le maire, a tout fait pour être le premier aux États-Unis à proposer Bonjour à tous. Cette nouvelle façon de consommer la voiture. Beaucoup de gens, des jeunes et des vieux, veulent avoir le choix pour se déplacer. Certains veulent se débarrasser de leur voiture, certains veulent la laisser à la maison et quand même pouvoir se rendre en ville. Enfin, d'autres cherchent une solution moins chère que de posséder leur propre automobile. Avec ce système, tout le monde peut avoir une voiture sans les inconvénients. Los Angeles serait également intéressé. Au pays où la voiture est reine, Cédric, le cousin du boss, fait mine de vouloir imposer le modèle de l'autopartage. Et ça se conduit comme un jouet. Il y a des gens, il y a aujourd'hui des Américains, même dans des villes comme Indianapolis, qui n'ont pas et qui ne veulent pas avoir de voiture. Donc oui, nous allons avoir des gens qui vont adopter ce système parce que c'est tellement commode et c'est tellement économique et c'est tellement facile. Pas sûr que l'automobile en libre service signe la fin de la voiture individuelle là-bas. Mais là aussi, cela fait partie de la stratégie, de la logique industrielle du groupe Bolloré. Car cette petite citadine sert juste à démontrer l'efficacité de ces batteries. Le stockage de l'électricité, voilà le vrai marché. Un marché estimé à 35 milliards de dollars dans le monde. Impressionnant. Imaginez maintenant des villes entières où la voiture traditionnelle serait interdite, remplacée uniquement par des véhicules électriques et encore, sans bruit, sans pollution. Eh bien, une municipalité a sauté le pas en Espagne. Il s'agit de Pontevedra en Galice, 80 000 habitants. C'est la ville où le piéton est roi. Alors comment vit-on sans voiture? Trajet du quotidien, impact sur la santé. Voyage dans une ville pionnière avec Sylvain Rocher. 30 à 45 minutes par jour, c'est le temps qu'un automobiliste perd dans les embouteillages. Marseille, Paris et Bordeaux forment le trio de ces villes qui deviennent vite infernales quand on possède une voiture. Mais il y a un mois, un événement inimaginable a eu lieu. Paris a expérimenté une journée sans voiture. Même l'avenue des Champs-Élysées est devenue, comme par magie, l'artère la plus respirable du monde.
Des dizaines de milliers de personnes ont sauté sur l'occasion pour se réapproprier le centre-ville. Parmi eux, Sandrine, Laurent et leurs 2 enfants Aurélien et Raphaël. Ah, c'est agréable, regarde Raphaël, il n'y a pas une seule voiture, tu respires mieux, non? On a essayé une fois d'aller dans Paris alors qu'il y a des voitures qui roulent. Et pour les enfants, comme pour les adultes d'ailleurs, c'est quand même très dangereux, pas très agréable. Et du coup, aujourd'hui, c'est la seule fois de l'année où on peut vraiment le faire. Ce jour-là, la pollution a baissé de 30%. Et ce n'est pas tout, écoutez bien. On a enregistré 2 fois moins de bruit que d'habitude. Pour cette famille, Paris dans ces conditions, ce n'est pas seulement supportable, c'est le rêve. Après, est-ce qu'on peut l'étendre tout le temps, tous les jours? Tout de suite, ça me paraît un peu compliqué. Mais à terme, c'est vrai que si on pouvait faire ça, ce serait vraiment génial. Et pourtant, une ville où la voiture ne fait plus la loi, une ville où le piéton a tous les droits. Cette ville existe vraiment pas très loin de chez nous d'ailleurs, en Espagne. Bienvenue à Pontevedra. 83 000 habitants, l'équivalent de Poitiers ou d'Avignon. Là-bas, le sans-voiture fonctionne depuis près de 15 ans, grâce à un homme qui a su imposer sa vision de la société. Un ancien médecin qui a surtout réussi à mettre en place un système où tous les habitants y trouvent leur compte. Plongé dans cette ville unique au monde, qui a réussi à désintoxiquer ses habitants de la voiture. Cette famille française vit à Pontevedra depuis 5 ans. Et le matin, ce n'est pas du tout la course. Lundi, c'est l'anniversaire de... Hein? Tu as organisé au fait pour ton anniversaire? Quoi qu'il arrive, les Carballo sont sûrs d'arriver à l'heure. Quelque chose d'impensable quand ils habitaient en France. Passez une bonne journée. Oui, ce soir. À ce soir. Ciao. C'est parti pour ma journée de travail. Christine est conseillère en assurance. Plus besoin de partir en avance. Elle sait qu'il lui faut 15 minutes pour gagner son bureau. Et pas la peine de tourner pendant des heures pour trouver une place. Il y a plein de parkings autour du centre-ville. En France, on rechigne à y aller. Ici, c'est tout le contraire. Vous avez pas pris de ticket? Ah non, pas du tout. Il est gratuit pendant 24 heures. Donc il suffit tout simplement de trouver une place et de se garer. Voilà. Hop. La mairie les a baptisés les parkings de dissuasion. Stationnement gratuit pendant 24 heures. Et ça ne concerne pas quelques places de parking. Il y a 8000 emplacements de libre. Il n'y a personne qui surveille. Tout le monde, c'est un consensus. Tout le monde se gare et respecte l'autre. En fait, le plus long pour Christine, c'est maintenant. Elle doit gagner son bureau à pied, car après ce pont, toute la zone est quasi interdite aux voitures. C'est cette partie de la ville qui a longtemps posé problème. Des bouchons monstres, des voitures garées en double file dans tous les sens, une pollution pire qu'à Paris. La ville était asphyxiée. Aujourd'hui, changement de décor. Voilà, Pontevedra quand j'arrive le matin, sans voiture. Le centre-ville de Pontevedra est unique au monde. Vous ne remarquez rien? Ici, il n'y a pas de trottoir, pas de feu rouge, aucune place de stationnement. Ici, les piétons ont pris le pouvoir. Et même les bus ne s'y aventurent plus. Métro Minuto, ce n'est pas le plan du métro de la ville. C'est une application qui sert à calculer le temps pour faire les trajets à pied. Ça se présente comme un plan de métro, avec des couleurs et tout ça, qui nous permet de nous déplacer dans Pontevedra. Ainsi, on connaît la distance et surtout le temps que l'on peut mettre d'un point à un autre. Et c'est extrêmement pratique. Pour Christine, un quart d'heure porte à porte, comme d'habitude. Si Pontevedra est devenu le paradis des piétons, c'est grâce à un homme, Miguel Fernandez Lores, monsieur le maire. Aujourd'hui, tout le monde salue son courage. Salut, comment ça va? Un maire comme monsieur Lores, on n'en a jamais eu, et on n'en aura plus jamais. Mais quand ce médecin s'est présenté en 1999, avec le programme de désengorger la ville, personne ne croyait en ses chances. Cette année, pourtant, il vient de se faire élire pour la 5e fois. La ville était devenue un vrai chaos, un dépotoir à voitures. Ici, il faut essayer d'imaginer qu'il n'y avait pas de terrasse.
Les gens étaient garés n'importe où, à droite, à gauche, et il y avait une circulation de dingue. Pour les piétons, les trottoirs étaient presque impraticables. Les gens avec des poussettes ne pouvaient pas se croiser. Ils étaient obligés de descendre du trottoir et de marcher sur la chaussée. À Pontevedra, l'air était devenu totalement irrespirable. L'asthme, un fléau. Aujourd'hui, le trafic a baissé de 90%, la pollution de plus de moitié. Nous avons totalement inversé les priorités. En 1, les piétons, en 2, les vélos, en 3, les transports publics et enfin en 4, les voitures privées. Mais pour en arriver à ce résultat, Pontevedra a subi un relooking extrême. Depuis près de 15 ans, les travaux mettent la ville sans dessus-dessous. Il a fallu casser les trottoirs, rehausser la chaussée. Des travaux pharaoniques qui ont fait grincer pas mal de dents. Le journaliste Santi Mostero a suivi cette révolution urbaine pour son quotidien. En mai 2001, ils ont commencé à élargir ou casser les trottoirs. Ce n'était pas du goût de certains conducteurs. Parce qu'ici, à Pontevedra, la voiture, on l'utilisait tout le temps. Les gens prenaient même la voiture pour aller acheter des cigarettes. Alors effectivement, il y a eu quelques protestations, mais les voix les plus critiques se sont rapidement éteintes. Oubliez les désagréments des travaux. Chaque année, la zone interdite aux voitures grandit toujours un peu plus. Aujourd'hui, elle représente plus de la moitié de la ville. Les 2/3 des habitants sont concernés. Santi nous emmène dans l'un des derniers quartiers à avoir subi le lifting piéton. Les petits commerçants, les petites boutiques, ils étaient tous très contents. Parce que cela a apporté plus de dynamisme dans la rue. Mais les commerçants qui travaillent avec des produits beaucoup plus volumineux, qui nécessitent des moyens de transport, pour eux c'était plus une contrainte. Parce que les gens n'ont plus la possibilité de garer leur voiture juste devant chez eux. Finalement, à l'usage, même les commerçants les plus réfractaires se sont ralliés. Elena Rajoy gère cette boutique d'articles de sport depuis plus de 25 ans. Elle craignait que ce Pontevedra sans voiture soit mauvais pour les affaires. Ça a été tout l'effet inverse. Depuis qu'ils ont fait les travaux dans notre rue, c'était à Noël 2013, l'année 2014 a été très bonne, et 2015 aussi. En fait, les ventes n'ont fait qu'augmenter, et pourtant, c'est toujours la crise en Espagne. Alors qu'en France, beaucoup de gens regrettent la disparition du petit commerce, ici, le maire est allé au bout de sa logique. Il a interdit toute construction de centre commercial sur l'ensemble de la commune, car cela obligeait les habitants comme Christine à prendre leur voiture. Pour notre Française installée à Pontevedra depuis 5 ans, il a tout de même fallu s'adapter. Pas besoin de voiture pour les courses, tout simplement quand je sors du travail, je peux aller directement acheter mes fruits, mes légumes. Là, ça me permet de renouveler tous les jours mes produits frais. Et ça me change à ce niveau-là, au niveau qualité de vie, au niveau de la nourriture, j'ai vu le changement. Faire des courses chez les petits commerçants, c'est forcément plus cher que dans une grande surface. Mais pour Christine, les économies réalisées sur son budget voiture compensent largement ses dépenses liées à son nouveau mode de vie. À Pontevedra, le budget voiture, c'est pas le plus important? Dans mon cas, c'est clair, hein, j'ai divisé mon budget par 4 de voiture. C'était très, très significatif. 200 € d'essence par mois en France contre à peine 50 € ici, soit une économie de 1 800 € par an. Mais en cherchant bien, il y a une chose qui continue d'exaspérer les habitants. C'est cette voiture très spéciale qui patrouille toute la journée à la demande du maire. Pour faire respecter la loi, la mairie a fourni à la police municipale une arme redoutable. Car dans certaines rues du centre de Pontevedra, il y a une petite tolérance de stationnement de 15 minutes pour les voitures. La caméra fixée sur le toit photographie toutes les plaques d'immatriculation et elle avertit Manolo dès qu'elle repère un contrevenant. Tiens, regarde ici, il y a un véhicule garé en plein sur le trottoir. On va aller le verbaliser. Beaucoup s'en amusent. Il y a un vrai jeu du chat et de la souris. Le temps de faire demi-tour, le 4x4 a disparu.
Quand il a vu notre voiture, il s'est dépêché de partir. Et effectivement, la voiture leur file sous le nez. Tiens, regarde, il vient de passer. Vous voyez que notre présence est efficace. Si les conducteurs sont aussi vigilants, c'est que le montant du PV ici ferait hurler n'importe quel Français. L'ordinateur a repéré une fourgonnette qui stationne depuis plus de 15 minutes. Depuis combien de temps elle est là? On est passé une première fois à 10h-20 et là il est 11h30. Ah ouais, quasi 2 heures. On va imprimer la contravention. La propriétaire de la fourgonnette a réagi trop tard. Mal lui en a pris. Je vais devoir payer 200 €. 200 € d'amende, ça ne rigole pas. D'après Manolo, cette pression policière serait encore obligatoire. Le pistolet, ce n'est tout de même pas pour les automobilistes qui ne respectent pas la loi. Non. Ça fait juste partie de l'équipement des policiers. La meilleure arme pour les conducteurs, c'est la contravention. Année après année, on met de moins en moins d'amendes. Et c'est l'objectif de la police. Je pense que c'est surtout une question d'éducation. À partir du moment où les gens en prennent conscience, les amendes diminuent. Se discipliner, c'est un peu le maître mot quand le changement est aussi radical. Certains vivent ça comme une contrainte, une atteinte à leur liberté. D'autres, comme Fidèle, le chauffeur-livreur, qui approvisionne tout un tas de restaurants de la région en boissons, plutôt une partie de plaisir. 3 heures par jour, il a le centre-ville, rien que pour lui. Pour se garer, c'est l'idéal, tout est à nous. C'est facile de travailler ici. On a de 9h à midi et à partir de là, la police locale nous oblige à partir. Mais c'est surtout pour les écoliers de Pontevedra que la vie a changé. Ce bâtiment abrite le plus vieux lycée de la ville. Carmen Alonso a été étudiante ici. Aujourd'hui, elle y enseigne le français. Cette école n'a jamais eu de cours de récréation. Depuis que les voitures ont été bannies de la ville, les lycéens ont le droit à une vraie pause, là où avant il y avait une route et un trafic incessant. Nous, on profite la place, la rue, sans voiture, pour faire une récré énorme. Tu vois, il n'y a pas de limite, les élèves sortent, ils jouent à la balle, ils se promènent, ils profitent du soleil aujourd'hui, il fait très très beau. Désormais, les enfants peuvent jouer au foot en toute sécurité, les gens flâner le nez en l'air, les clients s'attarder en terrasse sans respirer les gaz d'échappement, et les mamans avec leurs poussettes n'ont plus à faire du gymkhana entre les voitures. Cela doit avoir du bon. Ces dernières années, la courbe démographique s'est inversée à Pontevedra. En 15 ans, la ville a gagné 10 000 habitants. On passe au vert. Et aujourd'hui, à Pontevedra, 70% des déplacements se font à pied et à vélo. Et pour l'instant, tout le monde semble ravi. La semaine prochaine, changement de décor. Réparer plutôt qu'acheter. On s'intéressera à la seconde vie des objets, au nouveau filon du recyclage qui annonce peut-être la fin de l'ultra-consommation. Rendez-vous samedi prochain, 14h40, dans Tout compte fait sur France 2. Merci de votre fidélité et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.